Bonjour à tous et à toutes, ceux que j'ai pas encore vus, mais on a beaucoup de visages qu'on a déjà vus tout à l'heure. Pour commencer cette conférence, alors peut-être faire une petite, certains me connaissent, parce que je suis déjà venue plusieurs fois, mais tout le monde ne me connaît pas. Donc je suis journaliste, autrice et conférencière, et j'ai créé avec Pierre Rabhi une collection de livres et une association, et c'est aussi un podcast qui s'appelle Carnet d'alerte. Et l'objectif de ces enquêtes, c'est que Pierre faisait le début et la fin des ouvrages, et moi le cœur de l'ouvrage, et je continue aujourd'hui. Et j'interroge entre 60 et 80 personnes par ouvrage, donc par enquête, pendant à peu près 1 an. Et donc ça recoupe pas mal de chercheurs, à peu près la moitié de chercheurs, un peu moins, ça dépend des enquêtes. Sur l'eau, c'est à peu près la moitié de chercheurs. Et après, des acteurs de la société civile, des entrepreneurs. Pour l'eau, ça va de Veolia à Suez, aux agriculteurs, à la FNSEA. Voilà, il y a vraiment un vaste champ de personnes interrogées, parce qu'on a un peu oublié parfois, et c'était aussi l'objectif de créer Carnet d'alerte, que le média vient du mot médiateur, et d'essayer d'avoir une vision globale de la société civile, et d'avoir... je donne des cours dans les écoles journalistes, mais j'aime bien leur dire, il faut essayer que vous compreniez qui parle d'où et pourquoi, et d'essayer de voir quel acteur clé se situe où dans la société civile. Et c'est un peu ça, ce travail-là, que moi j'apprécie particulièrement de faire, notamment quand on a du temps comme ça, et que je peux faire pendant plus d'1 an. C'est une chance. Et Pierre faisait le début et la fin des ouvrages. Et c'est d'ailleurs lui qui a voulu faire le premier ouvrage qu'on a fait ensemble, c'était sur la faim dans le monde, FAIM, est-ce que la planète peut être nourrie par l'agroécologie. Le deuxième, c'était sur les semences. Le troisième, sur les excès de la finance, ça venait plus de mon idée. Et le quatrième était sur l'eau. Et c'est Pierre qui voulait absolument faire cette enquête, qui date d'il y a quelques années et qui est particulièrement d'actualité. On parlait déjà des bassines dedans, de tous les sujets d'actualité en ce moment. Après, nous en avons fait un sur la croissance-décroissance. La sobriété heureuse était chère à Pierre. Et un dernier qui est sorti juste quelques mois avant son décès sur l'intelligence artificielle et la pollution du numérique. Alors, c'est des sujets qui peuvent paraître très différents. En fait, il y a énormément de liens entre ces différents sujets. Et pour commencer cette conférence, je voulais commencer justement par quelques mots de Pierre, qui était très attaché à l'eau, et notamment parce qu'il a grandi en Algérie, dans le Sahara, à Kenazza, dans une oasis où l'eau était très rare. Donc il était particulièrement attaché à l'eau, et il raconte dans l'ouvrage une anecdote où, quand il était enfant, son père, qui était forgeron, creusait dans la pierre pour avoir accès à l'eau, et à un moment il y a de l'eau qui jaillit. Et je trouvais que ces mots étaient intéressants pour commencer. Il écrit: après avoir vérifié en toute priorité par ma grand-mère qu'il s'agissait d'eau douce et non salée ou saumâtre, des cris d'allégresse ont jailli de la gorge des femmes pour se répandre dans la cité et gagner le ciel incandescent. L'eau est douce, mon père, triomphant sans orgueil et rayonnant de gratitude, était comme possédé par une jubilation, tel qu'il en était transfiguré et devint un enfant. Comment, ayant été témoin de ces scènes dignes des antiques rituels sacrés, ne pas être conscient de la valeur suprême de l'eau. Donc je trouve ça intéressant de commencer, ça va un peu plus dans la lignée, en plus des conférences que nous avons eues avant, parce que ma partie à moi est quand même beaucoup moins réjouissante et beaucoup moins poétique, parce que je suis sur l'investigation autour de l'eau, et l'état de lieu autour de ce magnifique justement élément qui est l'eau est quand même assez catastrophique. Je vous apprends rien. D'ailleurs, moi, quand j'ai fait cette enquête, j'ai particulièrement été affectée. Je savais que l'eau n'était pas était un élément en péril, c'est le titre de l'ouvrage, mais à ce point-là, c'est vrai que c'est quand même assez dramatique. Et alors notamment, il y a toute la première partie de la conférence, ça va être au sujet du lien entre l'eau et l'agriculture. Ce sont vraiment deux sujets intimement et intrinsèquement liés, parce que l'eau et l'agriculture, on va en parler, est le plus grand consommateur d'eau, mais c'est aussi le premier pollueur de l'eau, notamment en France. Alors il ne s'agit pas du tout, je pense qu'ici, je suis dans un public qui est quand même déjà averti sur ces sujets, mais je fais des conférences en ce moment un peu partout en France, et ce sont des sujets très sensibles, très tendus dans beaucoup de campagnes en France, à tel point
que dans certains endroits, on peut même pas faire la publicité de certaines conférences parce qu'il y a des risques de conflit autour de ces conférences. Il ne s'agit pas d'accuser les agriculteurs, mais un modèle d'agriculture qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale et qui est encore aujourd'hui encouragé, notamment par les subventions et autres. Donc bien sûr, ce n'est pas les agriculteurs, mais un système agricole qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale. C'était d'ailleurs en partie l'objet de ma conférence l'année dernière quand j'étais venue pour rendre hommage à Pierre. Mais c'est vrai que pour commencer, j'aime bien commencer par ce point-là parce qu'il y a beaucoup de mauvaise compréhension autour du terme utiliser l'eau ou consommer l'eau. Souvent, il y a des confusions dans le grand public qui amènent à des mauvaises compréhensions sur ce sujet. L'agriculture utilise assez peu d'eau par rapport, par exemple, au nucléaire ou à d'autres, mais en consomme beaucoup plus. Alors, la différence entre utiliser et consommer, c'est que, par exemple, quand vous vous lavez les mains, vous utilisez de l'eau. Quand on la boit, on la consomme. C'est la différence entre utiliser et consommer. Je fais pas mal de débats où des fois je me retrouve en face de la FNSEA, le principal syndicat agricole, et eux, ils ne cessent de jouer entre ces deux mots parce que ça change tout dans les chiffres. Donc c'est important. Alors ça ne veut pas dire que je pourrais faire une conférence complète sur le nucléaire. Je ne défends pas du tout le nucléaire. Ça a aussi un impact sur l'eau. Ils utilisent beaucoup d'eau, mais ils en consomment moins parce qu'ils rejettent de l'eau. Ils rejettent de l'eau plus chaude avec des déchets radioactifs et ça peut poser problème. On pourrait peut-être en revenir si on a le temps pendant la conférence. Mais c'est la différence entre utiliser et consommer. Donc dans le monde, l'agriculture consomme 90% de l'eau. Alors selon les études, c'est autour de 80 à 90% de l'eau. Là, c'est un chiffre de l'ONU, mais c'est 90%. En France, c'est 58% de l'eau à l'année qui est consommée par l'agriculture. Et l'été, on est plutôt de l'ordre de 80% de l'eau qui est consommée par l'agriculture, notamment à cause du maïs, on va en parler, qui a beaucoup augmenté ces dernières années. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Alors, après, ce qu'il faut faire très attention, on en parlait à table hier sur le sujet de l'eau, c'est que l'eau, c'est important. J'ai écrit un livre et je donne une conférence, donc on est bien sûr qu'on peut donner des généralités et que c'est important d'avoir les grands ordres de grandeur, mais localement, la problématique peut être très différente. Par exemple, l'eau pour l'eau minérale, en France par exemple, toutes les Evian, Vittel, etc., toutes ces marques qui prennent de l'eau pour l'eau en bouteille, ça représente 0,1% de l'eau consommée. On pourrait se dire c'est très peu. Mais localement, ça peut poser problème parce que l'eau, ça ne se déplace pas tant que ça. Donc localement, il peut avoir des problèmes. Mais c'est important de connaître les ordres de grandeur pour se rendre compte de ce sujet et de l'importance de cette thématique. Bien sûr, l'autre point qui est essentiel à propos de... Ah oui, je fais tomber mon nom. il reste au sol. L'autre point qui est essentiel, bien sûr, je vous ai parlé de la consommation de l'eau. Et pourquoi on parle autant d'eau aujourd'hui, et ça révèle le fait que nous consommons beaucoup d'eau, c'est le changement climatique, bien sûr, dont on parle beaucoup, qui a un impact sur l'eau. C'est-à-dire que d'ici 2050, on devrait avoir dans les rivières 10 à 40% de débit en moins. Mais ce qu'il faut faire attention avec l'eau, c'est que y a des endroits où il va y avoir plus d'eau et des endroits où il va y avoir moins d'eau. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la sécheresse, mais il y a des endroits où il va y avoir aussi plus d'eau. En ce moment, on est plus concerné par des états de sécheresse. J'ai refait un point récemment avec différents chercheurs qui modélisent les précipitations pour ces prochaines années. C'est beaucoup plus difficile de prévoir les précipitations autour de l'eau, notamment avec les modèles que nous avons. Les températures, on y arrive mieux. On sait qu'en France, ça devrait augmenter de 4 degrés d'ici la fin du siècle si on continue avec les mêmes consommations d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Avec les précipitations, on a plus de mal à exactement savoir où est-ce qu'il va en avoir plus et où est-ce qu'il va en avoir moins. On sait qu'autour de la mer Méditerranée, il va en avoir beaucoup moins. Après, ça dépend des endroits et c'est vrai que c'est pas toujours très facile de modéliser. Moi, de toute façon, je me méfie avec le fait de trop vouloir tout modéliser et prévoir sur le moyen, court terme et long terme, parce que c'est pas parce que je vois
les rapports du GIEC très détaillés qui sortent, et c'est pas pour ça que nous changeons notre façon de consommer. On émet toujours autant de gaz à effet de serre, un peu moins, mais si on prend en compte les produits importés, c'est presque la même chose. Et aujourd'hui, dans le discours, parfois, on est plus à vouloir s'adapter au changement climatique au lieu d'essayer vraiment de réduire nos consommations, et on va le voir sur l'eau, c'est essentiel, et essayer de se dire comment on va faire avec le changement climatique, ou plutôt de se dire on va essayer de réduire notre consommation pour réduire le changement climatique, ou réduire notre consommation d'eau, on va en parler, plutôt que toujours essayer de trouver des nouvelles ressources en eau et consommer autant d'eau. Et ce glissement a tout le temps lieu dans le débat public. Et je me rends compte dans tous mes sujets, et en particulier sur l'eau. Donc, quand moi j'ai fait cette enquête, c'était il y a quelques années, mais elle est vraiment, c'était en 2018, c'est pas très longtemps non plus, mais je me rends compte que tout était exactement ce qui était ce que les chercheurs, les associations indiquaient à ce moment-là. C'est-à-dire des fois, alors bien sûr, je ne remets pas en cause le changement climatique, encore moins ses conséquences, mais on se sert du changement climatique pour toujours trouver des nouvelles ressources en eau sans remettre en cause notre propre consommation. Et c'est intéressant parce que je vais vous donner quelques données. Même si on n'avait pas le changement climatique, on aurait un problème d'eau. Nous consommons beaucoup trop d'eau, et au cours du XXe siècle, les prélèvements d'eau ont augmenté 1,7 fois plus vite que la population, donc c'est considérable. En France, les surfaces irriguées ont triplé entre 1970 et 2000. C'est considérable. On a vraiment considérablement augmenté notre consommation d'eau, notamment à travers la nourriture que nous mangeons. Ça va être toute la première partie de cette conférence, et c'est vraiment essentiel. Et j'aime bien donner cet exemple qui m'a paru très révélateur lors de mes investigations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017-2018, il y avait en Afrique du Sud, au sein de la ville du Cap, on avait redouté le jour zéro, le jour où on allait manquer d'eau, où il n'y allait plus avoir d'eau au robinet. Et on s'est dit, et voilà, il va manquer d'eau, comment on va faire? Il y avait vraiment le jour zéro. On a bien sûr dit c'est à cause du changement climatique, c'est vrai, hein, mais le changement climatique, il était révélateur d'une mauvaise gestion de l'eau sur place. Alors il y avait bien sûr la consommation des touristes, d'eau des touristes qui était importante, c'est pas celle des bidonvilles qui étaient autour du Cap qui consommaient de l'eau. Mais quand on creuse un peu sur le sujet et qu'on va un peu plus loin, on se rend compte que tout autour du Cap, il y a une agriculture industrielle et exportatrice qui n'est pas du tout là pour nourrir la population, qui consommait et qui consomme toujours la plus grande partie de l'eau, et ça n'a pas du tout été remis en cause quand on a parlé de ce problème de la ville du Cap en Afrique du Sud. Et je trouve que c'est révélateur en fait de notre rapport à toujours essayer de trouver des nouvelles ressources, parce qu'on mélange parfois le concept de besoin et notre consommation et de besoin. On a besoin d'eau pour boire, on a aussi besoin d'eau pour arroser, on va en reparler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout irriguer, mais on n'a pas forcément besoin d'irriguer autant de maïs pour nourrir des élevages industriels. Donc il y a un peu une confusion parfois entre le terme de besoin et le terme de consommation. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans les prévisions de l'ONU, quand on prend en compte le stress hydrique, tant de pays vont se retrouver en stress hydrique dans 10, 20, 30 ans, on prend en fonction de notre consommation d'eau, et même en fonction de la consommation, il prévoit même en fonction de la consommation d'eau qui devrait augmenter, parce que plus de personnes devraient manger de la viande et avec des animaux qui sont nourris par des céréales et pas par de l'herbe. Donc en fait, on reste dans cette même statu quo sans se poser la question de réduire notre consommation d'eau, et on se dit on va trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs chercheurs qui ont dit qu'il fallait vraiment faire attention à la façon dont on posait la problématique du changement climatique, en disant qu'il ne fallait pas que ça serve des intérêts privés. Et par exemple, alors je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, je n'ai pas cité à toutes les conférences, à certaines, mais par exemple dessaler l'eau de mer. Pour certains, ça peut être la solution. On peut se dire, bon bah on n'a pas beaucoup d'eau douce, mais on a plein d'eau de mer, ça va être la solution parce qu'on va manquer d'eau à des endroits. Alors localement, parfois ça peut être la solution, il ne faut pas non plus être radical, mais globalement, dessaler l'eau de mer, ça veut dire qu'on va consommer toujours autant d'eau, on va consommer de l'énergie pour dessaler de l'eau de mer, et en plus on ne sait pas quoi faire de ce sel
qu'on rejette dans la mer, et ça fait plein de petites mers mortes. Et donc, les différents, ça fait pas vraiment débat au sein de la recherche sur ce sujet autour de l'eau, en disant que le dessalement de mer, ça sera pas la solution. Ça peut être localement parfois une solution quand il y a vraiment un problème, mais ça peut pas être la solution globale pour résoudre le problème de l'eau. De même que là, on a beaucoup entendu parler ces derniers mois, et c'est dans le plan d'ailleurs du gouvernement, de réutiliser les eaux usées. Donc on s'est dit, on va réutiliser les eaux usées. Ça veut dire que l'eau qui part des stations d'épuration, on va les renettoyer, on va s'en servir par exemple pour arroser les cultures. On a beaucoup donné l'exemple de l'Espagne et d'Israël qui le font déjà. Alors il faut savoir que l'Espagne et l'Israël, en termes de politique de l'eau, c'est vraiment pas des pays modèles, parce que l'Espagne a totalement vidé ses nappes pour l'agriculture industrielle, mais c'est vrai qu'ils réutilisent. Alors l'Espagne, c'est autour de 10% des eaux usées sont réutilisées. Nous, c'est très très peu en France parce que la réglementation permettait très peu de le faire. Donc là, on va augmenter. Alors c'est pareil, localement, ça peut être intéressant, mais c'est très révélateur. On pense qu'une eau qui repart dans la nature, c'est une eau perdue. Mais l'eau qui repart après la station d'épuration pour repartir dans la nature, c'est pas du tout une eau perdue. C'est une eau qui va nourrir la faune, la flore, les zones humides. Et en plus, ça peut être intéressant de réutiliser les eaux usées, mais ça dépend de ce qu'on fait après de l'eau. Comme je vous expliquais tout à l'heure, ça dépend si on va l'utiliser ou la consommer. Si on l'utilise, oui, parce qu'elle va repartir, mais si on la consomme, elle ne repartira pas, et donc elle va pas continuer son cycle. Alors c'est vrai que localement, notamment là, je suis allée dans l'Hérault il n'y a pas longtemps, et plusieurs personnes rétorquaient le fait que là-bas, à Montpellier, l'eau elle part dans la mer. Donc ils me disaient, là ça peut être intéressant vu que ça repart directement dans la mer, l'eau ne passe pas par les sols pour recharger les nappes, etc. Bon, pourquoi pas, à certains endroits, ça peut être intéressant. Et après, même quand elle part dans la mer, je sais qu'il y a des ostréiculteurs, alors c'est dans le sud-ouest, qui eux disaient que c'est intéressant parce que ça leur permet d'avoir une eau qui est un peu moins salée. Donc c'est pas toujours néfaste. En fait, une eau qui part dans la nature, qui repart dans la nature, c'est pas une eau perdue. C'est vraiment très révélateur de notre rapport à l'eau, de se dire que réutiliser les eaux usées, c'est la solution à tous nos maux. Après, la troisième solution qui est beaucoup mise en avant aujourd'hui, on en a entendu beaucoup parler ces derniers mois, c'est les fameuses bassines, notamment dans les Deux-Sèvres. Dans les Deux-Sèvres, il y a 16 projets de bassines. C'est très difficile de savoir en France combien il y a de projets. Certains disent autour de 1000 bassines, donc c'est considérable en France serait en projet. Alors le problème, c'est que c'est pas exactement comme l'eau, c'est toujours un problème local, c'est pas exactement les mêmes constructions aux différents endroits. Alors les bassines, je pense que je vais redire, mais je pense que tout le monde sait que ce ne sont pas des grands bassins qui récoltent l'eau de pluie, pas du tout. C'est en hiver, ce sont des grands bassins qui vont être où l'eau est pompée dans les nappes phréatiques ou les rivières. Donc c'est des grands cratères, c'est des gros projets, notamment alors pour irriguer le maïs l'été. Et alors quand j'ai interrogé les associations, moi c'était il y a quelques années, notamment environnementales, c'était beaucoup moins d'actualité, moins sensible. Ils reconnaissaient que c'est des ouvrages qui vont avoir moins d'impact sur l'environnement que des gros barrages. Mais ils disaient, mais pourquoi faire? Pourquoi on va créer ces méga bassines? Et en plus, ça a un impact quand même. Notamment, ils me disaient, ça aura un impact dans les hivers où il y aura beaucoup de sécheresse. Donc c'est exactement ce qui se passe cette année. C'est-à-dire que soit il n'y aura pas assez d'eau pour remplir les bassines, soit on va remplir les bassines tout de même. Et le problème, c'est qu'on connaît mal en hiver le seuil exact qu'il faut pour recharger toutes ces zones humides qui sont très importantes pour la biodiversité et qui sont en danger dans de nombreux endroits sur la planète. Donc le risque, c'est qu'on va prélever l'eau pour remplir ces bassines au détriment de la biodiversité. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'actions en justice, qui sont certaines terminées, d'autres pas terminées parce qu'ils ont fait appel. Et donc voilà, c'est très révélateur. Alors c'est financé à 70% par de l'argent public en plus, donc c'est pour ça que et qu'on parle d'accaparement de l'eau, et c'est pour ça qu'il y a eu ces grandes manifestations. Je pense qu'il y a des projets un peu partout en France, je pense que ça va se multiplier dans ces prochaines années, à tel point qu'on parle de guerre de l'eau, parce qu'à un moment, l'eau de toute façon, ça se gère collectivement, donc à un moment, on ne peut pas satisfaire tout le monde, et là, on se rend compte qu'on arrive à des limites. Alors j'ai mis beaucoup de temps pour trouver
ce prochain chiffre que je vais vous donner, mais j'étais contente de le trouver, parce que c'est important, c'est sur ces sujets assez polémiques d'être très précis. Donc 50% de l'eau en volume des 16 bassines sera à destination du maïs, et ça c'est une prévision dans le document officiel, c'est le document officiel, on peut le trouver, il faut le calculer, mais c'est dans le document officiel. Et ce chiffre pourrait être bien supérieur, parce que quand on prend les mêmes surfaces, entre 2012 et 2016, c'était 94% de l'eau qui était à destination du maïs, en grande partie pour les élevages industriels. Donc là, c'est vrai que moi, quand j'ai interrogé la FNSEA à l'époque et aujourd'hui, quand je fais des débats, ils disent à chaque fois qu'à cause du changement climatique, il faut trouver de nouvelles ressources en eau. Donc on se retrouve vraiment il faut vraiment faire attention, voilà, dans la façon dont on pose le sujet. Alors, dans l'Hérault, on a le même problème en ce moment. Je pense que ce sujet va monter, même si c'est des bassines qui vont être beaucoup moins grandes, mais il y a un projet de 9 bassines dans l'Hérault. Alors ça sera dans la rivière et pas dans les nappes. Les bassines sont beaucoup de taille moins importante d'après ce que j'ai compris et les premiers chiffres que j'ai eus. Mais par contre, je pense que comme c'est pour des vignes, pour irriguer des vignes, donc, alors qu'il y a très peu de temps, on n'irriguait pas les vignes, on irriguait juste les jeunes plants. Normalement, on n'irrigue pas les vignes. Il y a eu des dérogations et des décrets qui ont permis... Avant, c'était carrément interdit. Donc on autorise maintenant l'irrigation des vignes. Et dans l'Hérault, 10% des vignes étaient irriguées en 2010. Et là, le pourcentage en 2020, il monte à 26%. Il faut savoir que je pense qu'il est en plus important. Lors de mes investigations pour cet ouvrage, plusieurs personnes m'ont confirmé que dans l'Hérault, la moitié des forages sont illicites. Et que de toute façon, tous les forages individuels, peu importe où dans le monde, quand il y a de l'irrigation individuelle et pas collective, il y a une partie qui n'est pas calculée, qui rentre pas dans les chiffres officiels que nous avons. C'est très difficile de contrôler l'irrigation individuelle. C'est pour ça, on en reparlera tout à l'heure, que beaucoup voudraient qu'on revienne à des systèmes d'irrigation collective. Ça, c'est des chiffres officiels qu'on trouve dans le recensement agricole, qui sont pas difficiles à... Enfin, il faut mettre un peu de temps pour les trouver, mais il faut avoir les bons interlocuteurs pour pouvoir bien lire les documents qui sont pas si faciles à décrypter. Moi, je pense que ce chiffre est même un peu... Il a dû augmenter en plus. 2020 était je crois, assez humide, donc je pense que ça a augmenté. Mais ça pose vraiment problème, parce que là, en plus, c'est pour faire plus de volume, avec du vin de moins bonne qualité. Et donc là, il y a vraiment une question de modèle. Et que je le redis tout à l'heure, on en reparlera, mais c'est pas d'accuser les agriculteurs, parce que c'est toujours ce modèle-là qui est encouragé actuellement. Mais là, quand on voit ce chiffre-là pour boire du vin en plus de moins bonne qualité, on va pas arriver à des aberrations de couper l'eau au robinet l'été, comme c'est en Espagne de plus en plus courant, pour continuer de plus en plus à irriguer. Alors par contre, je vois que je suis très bavarde et que le temps passe très vite, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup aussi des Pyrénées-Orientales où on a coupé l'eau au robinet. Là, c'est vrai que la problématique est un peu différente. J'ai recherché les chiffres aussi à travers les différents recensements agricoles. Les surfaces irriguées n'ont pas augmenté du tout, même, j'étais surprise. Alors certes, il y a les vergers qui consomment beaucoup d'eau, c'est beaucoup tout ce qui est arboriculture, mais c'est vrai que la problématique dans les Pyrénées-Orientales est assez différente. D'après ce que j'ai compris, là, en passant pas mal de coups de fil, elle est quand même beaucoup plus liée à une bétonisation et au fait qu'on a beaucoup changé la trajectoire de l'eau, plus qu'à une irrigation qui n'a cessé d'augmenter. Ce point-là n'est pas juste pour les Pyrénées-Orientales, donc il faut faire très attention dans le sujet de l'eau, de ne pas généraliser sur certains points. Sur l'Hérault, c'est bon, sur pas mal d'endroits, parce que les surfaces irriguées ont triplé entre 70 et 2000, et ça a continué d'augmenter entre 2000 et 2020. On est dans une augmentation moins importante, mais ça continue d'augmenter. Mais bien sûr, dans certains endroits, c'est pas toujours juste et toujours le cas. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est comme dans ce sujet-là, mais dans le sujet aussi sur la croissance, avec la croissance verte, sur le sujet de plein de sujets, on a du mal on se dit on va soit dessaler l'eau de mer, soit réutiliser les eaux usées, soit créer des bassines, et même il y a une solution que moi je trouve encore pire, qu'on n'a pas adoptée en France, mais qui est le cas aux États-Unis ou en Australie, où on se dit comment on faisait avant pour essayer de gérer la rareté ? Comment on fait ? On s'est dit qu'on allait financiariser. Donc bien sûr, si les marchés financiers savaient gérer la rareté, ça se serait. Mais le pétrole aurait augmenté bien plus que le prix qu'il ne l'est actuellement. Mais c'est ce qu'on est certains, on dit, on va faire ça pour l'eau. Donc aux États-Unis et en Australie, on a privatisé l'eau,
Donc c'est parce que je fais cette distinction parce que dans le débat public, il y a souvent cette confusion. C'est pas la même chose la privatisation de la gestion de l'eau et la privatisation de l'eau. En France, on a toute une partie de notre eau qui est privatisée, mais c'est la gestion qui est gérée par Veolia Suez. Mais la privatisation de l'eau directement, c'est plus rare. Donc là, aux États-Unis et en Australie, on a privatisé l'eau et on va jusqu'à financiariser l'eau, c'est-à-dire qu'on va spéculer, on va parier sur le prix futur de l'eau. Donc ça, c'est déjà en cours aux États-Unis et en Australie. Et les premières études, sans beaucoup de surprises, montrent qu'en Australie, ça a plutôt tendance en plus à avoir l'impact inverse sur les exploitations agricoles. Ça a tendance à augmenter la taille des exploitations. Donc ça ne fait pas du tout réduire l'eau. Mais comme je vous le disais, si le marché financier savait gérer la rareté, voilà. Mais voilà, c'est intéressant comme quoi on reprend encore les mêmes solutions, même aujourd'hui, c'est-à-dire ce décalage entre le fait qu'on parle beaucoup de ces sujets-là et le décalage des faits. Moi, c'est vrai que je ne cesse dans mes enquêtes de voir ça et je peux comprendre des fois l'agacement de certains de ce décalage entre la réalité et l'état des lieux. Et je vais continuer. Après, je vais vous mettre des solutions quand même, je vous rassure, mais je vais continuer encore un peu à vous déprimer sur la pollution parce que là, c'est même un peu la catastrophe. Mais c'est quand même important d'avoir les chiffres et les données parce on en parle tellement que parfois on a l'impression que ça s'améliore. Donc la deuxième partie, c'est plus sur la pollution de l'eau qui est aussi considérable. J'aime commencer par la pollution visible de l'eau qui est celle des fameuses algues vertes, c'est pas très loin en Bretagne, qui est considérable, qui date d'il y a très longtemps. On a mis beaucoup de temps à prouver que c'était lié à l'agriculture. Mais bien sûr, maintenant on le sait, hein, c'est lié à l'agriculture et le fait qu'il y a beaucoup trop d'élevage de cochons notamment en Bretagne et que la terre ne peut pas absorber tout ce lisier. Alors même s'il y a eu il y a eu des progrès. C'est exactement le même principe que pour les bassines, c'est-à-dire dans le sens où on se dit c'est moins grave de faire c'est moins grave de faire des bassines qu'un barrage. Donc là, pour les algues vertes, on s'est dit on va continuer à produire autant de cochons dans la même région, mais on va mettre des stations d'épuration dans les élevages. Donc c'est pareil, un financement public qui a aidé à avoir des stations d'épuration dans les élevages, mais les exploitations n'ont pas été réduites. Donc c'est vrai que les agriculteurs ne déversent plus directement le lisier dans les rivières. Mais même s'il y a des stations d'épuration, comme on se retrouve toujours avec plus de 13 millions de porcs élevés chaque année en Bretagne, soit 3 fois plus de la population bretonne, j'ai revérifié là le chiffre, il est stable depuis 2 ans, mais on reste toujours sur 13 millions de porcs élevés chaque année en Bretagne. Et avant, dans les fermes, il y avait un peu de porcs dans toutes les fermes, il n'y avait pas autant d'élevage au même endroit. Donc c'est vrai que si on continue, et c'est le cas, hein. Il y a encore Greenpeace qui a sorti une étude il y a quelques jours pour montrer qu'il y avait une concentration très forte dans des grandes fermes de la plupart des animaux en France, hein, donc qui confirme ces données-là. Et donc, on ne peut pas y arriver. Et là, c'est pareil. On essaie de contenir le système sans changer la structure. On se dit, on va mettre des stations d'épuration, ça va résoudre le problème. Et ben non, ça ne suffit pas. Donc, on a dépensé de l'argent. Il y a eu je ne sais pas combien de plans contre les algues vertes. Et la France est régulièrement condamnée par l'Europe parce que le taux de nitrate dans les rivières, notamment en Bretagne, est toujours aussi important. Baisse parfois un peu, mais on se retrouve chaque été avec autant d'algues vertes en Bretagne. Alors, le deuxième point qui pollue énormément, je vais aussi rien de vous apprendre, mais je vous fais quand même un peu l'état des lieux, c'est les pesticides qu'on retrouve dans la quasi-totalité des cours d'eau et des nappes souterraines. Donc ça, c'est vraiment considérable parce que on sait que l'eau récupère tous les déchets, donc de la terre et tous les polluants. Et le problème, c'est que ça reste très longtemps. C'est-à-dire l'atrazine qui a été interdit, un pesticide qui a été interdit en 2003, on garde toujours les traces dans l'eau, on continue de trouver de l'atrazine, donc ça reste très longtemps. Et le problème aussi, c'est qu'on connaît assez mal l'impact de tous ces micropolluants ensemble. C'est-à-dire que dans un seul prélèvement, il est possible de quantifier jusqu'à 45 micropolluants et on sait l'impact de chaque polluant, mais on ne connaît pas l'impact pour la faune et la flore de l'ensemble de ces polluants. On sait qu'aujourd'hui, on retrouve des traces de pesticides jusque dans la graisse des baleines. Donc c'est vraiment ça, bien sûr, ça suit tout le cycle de l'eau, hein. Donc c'est considérable. Alors c'est vrai qu'il
il y a pas que les pesticides, hein, j'en parle dans l'ouvrage, il y a aussi les médicaments, par exemple, etc. Mais les pesticides sont quand même une source importante. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a un pharmacien que j'ai interrogé sur les traces de médicaments et qui me disait qu'on a beaucoup dit que les femmes avec la pilule, quand elles allaient aux toilettes, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette anecdote, que ça avait féminisé certains poissons. Et lui, il me dit, c'est pas du tout ça. C'est les pesticides avec les perturbateurs endocriniens qui sont une source très importante de pollution, qui sont à l'origine de la plus grande partie de la féminisation des poissons. Je trouvais l'anecdote intéressante parce qu'on avait encore accusé les femmes avec leurs pilules d'être à l'origine de la féminisation des poissons. Et lui me disait en tout cas que c'était plus dû à justement ces pesticides qui sont très importants, qui sont des sources importantes de perturbateurs endocriniens. Et en plus, on sait qu'il les faut, avec peu de traces, ça peut avoir un impact important. Et alors, je vais encore... après, on passera aux solutions, mais c'est intéressant quand même que je vous donne l'état des lieux complet. C'est vrai que en plus, on mesure aux endroits où nous, on prend l'eau pour la consommer. C'est-à-dire les captages d'eau, c'est les endroits où on prend l'eau et elle va être dépolluée pour arriver dans notre robinet. C'est-à-dire que nous, en France, quand ça part dans la station d'épuration, on enlève la pollution domestique, enfin les excréments, etc., mais on n'enlève pas la pollution chimique. La pollution chimique, elle part. Et par contre, dans notre robinet, on va en reparler tout à l'heure, on enlève une partie de la pollution chimique, pas entièrement, mais une partie de la pollution chimique. Mais l'Union européenne, elle a dit, à un moment, on pourrait traiter l'eau à l'infini. Hein. C'est une aubaine pour les multinationales de l'eau, parce que plus on la traite, plus on va faire payer les traitements. Mais ils se sont dit, à un moment, quand l'eau elle est trop polluée, on arrête, on prend plus l'eau à cet endroit-là. Donc quand elle est trop polluée, il y a un seuil, et stop. Donc là, en France, entre 1994, j'ai pas eu le chiffre plus récent, je pense qu'il doit en avoir un, mais j'ai pas réussi à le trouver. À 2015, il y a 8600 captages d'eau destinés à la consommation qui ont été abandonnés. Donc dans ces endroits-là, on ne mesure plus la pollution. Donc on prend plus, on va plus loin. Parfois on mélange de captages pour avoir une eau plus ou moins polluée avant qu'elle arrive dans l'usine qui va rendre l'eau potable. Donc ça c'est un point qui est quand même très important parce que ça a plus d'impact pour nous, mais ça a un impact pour la faune et la flore considérable. Et alors, c'est vrai qu'on va arriver d'ailleurs à l'eau qui arrive au robinet. Moi, quand j'ai fait mon enquête, il y avait 4% de la population française qui avait régulièrement des traces de pesticides dans le robinet. Et donc, j'avais vu que c'était surtout dans des endroits où il y avait peu de densité et donc il n'y avait pas assez d'argent pour financer. Nous, la plupart, en France, 99% de notre eau au robinet, quand elle est traitée grâce à un système de charbon actif. Il y a 12 endroits où c'est des systèmes d'osmose inverse. Là, ça consomme plus d'énergie. C'est le même. Et là, on enlève toute pollution. Là, on enlève toute trace de pollution, mais ça consomme plus d'énergie. C'est le même système que pour dessaler l'eau de mer. Mais la plupart des cas, j'en ai visité, c'est du charbon actif où on enlève une partie de la pollution chimique. Et puis, en 2000, là, il y a pas très longtemps, il y a un an, je vois le chiffre, on est passé à 20% de la population française qui a souvent des traces de pesticides. Je me dis comment ça se fait qu'en 2 ans, on passe de 4% à 20%. Je me dis c'est pas possible. En fait, c'est tout simplement parce que c'était pas possible qu'on passe en si peu de temps à une grosse différence. C'est juste parce que on a cherché des nouveaux métabolites. Vous savez, on en a entendu parler. C'est des molécules dégradées de pesticides. Donc c'est des traces. Avant, on ne cherchait pas certains métabolites et maintenant on les cherche. Donc on est passé de 4 à 20%. À cause de cette raison-là. Et même, il y a une étude plus récente, parce qu'ils ont recherché d'autres métabolites qui dit que, alors c'est pas sur les mêmes choses, mais que 30% de l'eau qui sort de nos robinets en France, il y aurait des traces donc de pesticides et de métabolites. Donc c'est beaucoup plus que ce qu'on disait. Alors par contre, je le dis quand même pour ceux, on ingurgite beaucoup plus de pesticides à travers notre nourriture si on mange pas bio qu'à travers l'eau. Hein. C'est juste si on mange pas bio aussi. Enfin, voilà, si on a une nourriture, c'est quand même un point important. Mais ça montre quand même qu'il y a beaucoup plus de personnes qu'on le pensait où il y a des traces de pesticides dans l'eau. Et c'est surtout alors même en région parisienne, là, il y a des cas, pourtant c'est très dense, donc on pourrait dire ça veut dire qu'il y a des pesticides, des métabolites qui restent présents même avec le charbon actif.
Et là, je parle même pas de mémoire de l'eau. Dominique vous en parlera demain, bien mieux que moi, parce que je l'évoque dans l'ouvrage. Mais voilà, là, je vous parle même des traces de pesticides visibles. Voilà, donc, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de métabolites qui sont recherchés, donc on retrouve plus de traces d'eau, et donc il y a certains endroits, il y a certaines communes qui n'auront pas assez d'argent pour financer des usines pour rendre l'eau potable et enlever cette pollution chimique, hein, ça c'est sûr. Ça va en gros, je sais que quand j'avais réenquêté sur les 20%, pour eux, ça correspondait aux 20% de personnes en France où il n'y avait pas assez d'argent pour traiter l'eau et mettre en place des systèmes de charbon actif pour nettoyer l'eau avant qu'elle arrive au robinet. Donc c'est vrai que moins vous êtes dans un endroit dense, normalement, plus vous avez des chances, et s'il y a une agriculture très industrielle autour, d'avoir des traces de pesticides dans l'eau. Donc ça, ce sont des points importants. Bon, il y a quand même bien sûr des solutions, heureusement, et des solutions qui sont expérimentées et qui ont été beaucoup expérimentées par Pierre Rabhi durant des dizaines d'années, justement pour nous nourrir. Si on ne veut pas utiliser des pesticides et qu'on veut consommer moins d'eau, il y a bien sûr l'agroécologie qui permet, alors j'en avais parlé pas mal l'année dernière quand j'avais fait l'hommage, la conférence en hommage à Pierre, et bien sûr que l'agroécologie permet, alors moi quand je parle d'agroécologie, je parle pas, mais je sais qu'ici vous connaissez déjà tous ces sujets et on est dans un endroit qui cultive en agroécologie, parce qu'aujourd'hui ce terme-là, il faut faire attention parce que il y en a qui l'utilisent pour aller moins loin que l'agriculture biologique, alors que Pierre l'utilisait pour aller plus loin que les critères de l'agriculture biologique. Lui, bien sûr, avec des systèmes complets de polyculture où il y a un peu d'élevage pour faire du bon compost avec des cultures associées, tout un système global d'agroécologie. Et ce qui est intéressant, alors là, je crois que je vous ai mis... Ah voilà, c'est une ferme. Alors c'est un agriculteur qui est devenu député européen, d'ailleurs Benoît Biteau, mais quand je l'ai interrogé, il n'était pas encore député européen. Et il a repris en fait la ferme de son père. Et donc là, on voit la ferme de son père, c'était en maïs irrigué. Et lui, maintenant, il est passé en polyculture, donc agroécologie, avec un peu de ferme, agroforesterie. Et sur sa ferme, donc on voit la différence, c'est devenu beaucoup plus vert. Et il économise la quantité d'eau d'une ville de 7000 habitants sur sa seule exploitation. Donc en produisant la même quantité de nourriture, c'est pas la même chose, c'est pas du maïs, mais c'est la même quantité de nourriture. Donc je trouvais cette photo très, très révélatrice. Alors par contre, c'est ce qu'il m'expliquait, il a mis du temps. Il faut du temps, hein. Donc ça se fait pas. Lui, ça fait plus de 20 ans. Alors, et en plus, c'est très intéressant parce que moi, je le vois dans mes reportages quand je rencontre les agriculteurs. C'est pas rien il y a des choses très psychologiques de couper avec ce qu'avait fait son père. Moi, j'avais rencontré quelqu'un qui en centre-Bretagne, son père faisait du porc industriel et lui, il était parti à du porc bio. Donc là, ils vont dehors. Il y a vraiment une grosse différence, même visuelle, quand on passe. Et lui, j'avais senti, c'était la déchirure de sa vie, quoi. Il avait coupé, il était en centre-Bretagne, c'était le seul à faire du porc bio. Tout autour de lui, son frère, son père, ils étaient tous en agriculture industrielle. Il était vu un peu, c'était pas facile, quoi. C'est des vrais changements intérieurs aussi et autres. Et Benoît Biteau le raconte très bien dans l'ouvrage, ce frein psychologique et le fait que son père, il a mis du temps à accepter que lui change totalement de façon de faire et que il remettait pas en cause ce qu'il avait fait, parce que c'est le révélateur de la société à l'époque. Mais je trouve ça intéressant. Et bien sûr, Pierre l'a beaucoup expérimenté en Afrique, dans les zones semi-arides. Ça fonctionne particulièrement bien. Ça permet de multiplier de 5 à 10 fois la capacité de rétention d'eau des sols, l'agroécologie, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais dans beaucoup d'endroits aujourd'hui, comme les sols sont tellement abîmés, c'est dans le cas dans l'Hérault, dans les Pyrénées-Orientales, que l'eau, elle coule, mais elle ne rentre pas dans les sols. Les sols ne sont plus nourris, ne sont plus vivants, et donc ça, c'est essentiel pour cultiver dans les zones semi-arides, hein, ça fonctionne. Et notamment, je vais vous montrer quelques photos au Mali. Je l'avais interrogé, alors je ne suis pas allée directement, c'est quelqu'un qui avait fait le témoignage pour moi, mais j'avais été en Mauritanie avec Pierre où ils étaient en train justement, dans une zone semi-aride, en train de mettre en place toutes ces techniques agroécologiques. Et donc là, je vais vous montrer une photo. Donc ça, c'est Oumar Diabaté au Mali, qui lui aussi, ça fait très longtemps qu'il a mis en place ces systèmes. Et lui, grâce à ces systèmes agroécologiques, il consomme 2 fois moins d'eau qu'avant.
Donc là, c'est vraiment essentiel hein, dans cette zone-ci. Alors, et ça, c'est un autre exemple, et ça, c'est au Mali, mais c'est dans un autre endroit. Et c'est Pierre-François Pray, qui est agronome et qui travaille d'ailleurs beaucoup pour le fonds de dotation Pierre Rabhi, qui a beaucoup travaillé à Maaden, cette oasis de Mauritanie où Pierre avait lancé un village agroécologique. Et lui, il me dit que ça, par exemple, ça paraît tout simple, c'est des diguettes. Et alors, je vais juste vous citer sa phrase parce que je la trouve intéressante. Il me dit « Les techniques les plus spectaculaires que j'ai vues sont les diguettes en pierre ou en terre, afin d'éviter que l'eau ne ruisselle sur un sol en pente. L'eau s'infiltre dans le sol parce qu'elle est ralentie par les diguettes. Il faut laisser des passages pour que l'eau puisse circuler, mais finalement, avec le temps, cela fait comme des petites terrasses, les sols redeviennent cultivables, l'eau ainsi que toutes les matières fines qu'elle ramasse comme l'argile et les matières organiques sont bloquées par les diguettes. Cela enrichit le sol. » Donc on voit que ça paraît tout simple comme ça, mais pour lui, c'est le plus spectaculaire qu'il a vu dans les zones semi-arides. Alors bien sûr, il y a aussi le fait de cultiver sous des palmiers dattiers. Donc ça prend du temps parce que c'est vraiment des systèmes. Le plus court, c'est 2-3 ans. Mais on est déjà, voilà, il faut du temps et c'est pour ça aussi que ça a autant de mal à se mettre en place parce qu'on cherche toujours des solutions à court terme et que le temps de transition a besoin d'être financé. Alors dans ces pays-là, bien sûr, ça c'est plutôt le temps de formation qu'il faudrait. Et nous, c'est surtout réorienter notamment les aides de la politique agricole commune qui, pour l'instant, aident beaucoup plus les grandes exploitations, qui irriguent plutôt que les autres. Et on en est toujours là aujourd'hui. Hein. Ça n'a pas changé. La nouvelle PAC, elle aide toujours les grands exploitants et pas les petits. Donc ça, c'est un point essentiel. D'autant plus que, en plus, quand on le met en place, il y a des endroits en France où, localement, on arrive à mettre en place des partenariats entre les agriculteurs et les communes quand c'est une gestion publique de l'eau autour des captages d'eau. Donc il y a des villes où on met ça en place. Paris a fait ça, Lons-le-Saunier. Il y a plusieurs villes. À Munich, en Allemagne, l'a fait bien avant. Et on s'est rendu compte que autour des endroits dont je vous parlais tout à l'heure où on prend l'eau pour faire de l'eau potable, tout autour déjà, on se dit on va plus du tout mettre de pesticides. Donc, par exemple, on va faire des partenariats pour qu'on cultive en agriculture biologique ou mettre des prairies. Et on se rend compte que de mettre en place ces mesures préventives, c'est-à-dire qu'on va soit payer l'agriculteur pour les services qu'il a rendus, ce qu'a mis en place Haute-Paris, c'est un système très novateur qu'il a réussi à mettre en place, soit, par exemple, mettre un partenariat pour les cantines de la ville pour qu'après, la nourriture bio soit acheminée pour les cantines. Et ben, ça coûte jusqu'à 87 fois moins cher de mettre en place ces mesures préventives plutôt que de traiter l'eau après. Alors bien sûr, ça ne rapporte pas aux mêmes personnes, mais ça, bien sûr, c'est plus près. Voilà, ça coûte moins cher, mais on se rend compte que ça fonctionne. Quand on le fait de façon locale, il y a des très bons résultats et l'eau coûte moins cher après, en plus, au robinet. Alors le point que j'entends souvent quand je traite ce sujet-là, et notamment quand je fais des débats avec la FNSEA et autres, c'est de dire oui, mais alors c'est vrai quand je travaillais à la télé, j'ai interviewé Monsanto pour les semences, c'était leur grand argument de dire mais ça nourrit la planète. Donc voilà, c'est le grand argument. Donc je vous donne je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais je vais vous donner quelques chiffres pour vous montrer. Déjà, ce n'est pas l'agriculture industrielle qui nourrit la planète. L'agriculture industrielle, elle nourrit les pays occidentaux. Ce n'est pas l'agriculture industrielle, c'est l'agriculture paysanne traditionnelle qui nourrit en grande partie la planète. C'est les chiffres de l'ONU. Voilà, c'est vérifié, survérifié. Quand on enquête sur la faim dans le monde, qui est mes précédentes enquêtes, ça ne fait pas débat. On sait que ce n'est pas l'agriculture industrielle qui nourrit la planète. Et quand on passe aux techniques d'agroécologie, alors notamment dans les pays en voie de développement, ça permet d'augmenter les rendements parce qu'on sait que l'agriculture industrielle, souvent, elle est moins efficace parce que c'est des climats plus difficiles et qu'en plus, les paysans n'ont pas assez d'argent pour acheter des semences dites hybrides F1, transformées, industrielles plutôt que transformées, industrielles ou des pesticides. Donc on sait que toutes les techniques d'agroécologie fonctionnent d'autant mieux et donc les rendements, c'est une étude de Jules Préti qui est très connue, qui montre que les rendements en plus c'est sur énormément d'exploitations et qui reprend plusieurs études et qui montre que les rendements augmentent de l'ordre de 79%. Alors en Europe, les rendements
ça changerait quand même des choses. Mais par contre, il y a une étude de Gilles Billen du CNRS qui est très intéressante et qui montre qu'on pourrait tout à fait nourrir l'Europe si on passait complètement en agroécologie, en agriculture biologique. Là, on est sur les critères de l'agriculture biologique. Mais il faudrait manger 50% de viande en moins. Ça ne veut pas forcément, après, d'un point de vue éthique, on peut décider de ne plus manger de viande, mais en tout cas, ça ne veut pas dire de plus du tout manger de viande, mais d'en manger beaucoup moins, de manger des animaux qui sont des systèmes de polyculture et de manger des animaux qui mangent surtout de l'herbe, voilà, et pas du maïs. Donc c'est un point essentiel. Et aussi, il faut aussi manger local. Alors c'est intéressant, lui, il trouvait c'est intéressant quand je l'avais interrogé, Gilles Billen, parce qu'il était très content d'avoir compris ça, que c'était pas forcément. Aujourd'hui, la nourriture, elle voyage beaucoup, mais bien sûr, le fait qu'elle voyage, ça pollue. Mais là, c'était surtout pour que chaque déchet serve de ressource. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, le lisier des cochons de Bretagne, il faut qu'il serve au maraîcher qui est au sud de la France, mais il faut reconnecter pour que justement ça serve pour faire du bon compost. Donc il faut manger local, notamment pour cette raison-là, au maximum sur ce point-là. Après, c'est vrai que moi, c'était plus l'objet de ma conférence de l'an dernier. Comme je vois que le temps passe, je vais accélérer un peu. Mais je vais quand même aborder ce point-là. Moi, je pense que changer le modèle agricole, c'est là-dessus que ça bloque vraiment beaucoup, notamment en France, parce qu'il y a des enjeux financiers, bien sûr, considérables et des lobbies très importants, mais aussi parce que ça changerait beaucoup plus profondément notre société. Parce que par contre, si on change le modèle agricole, il faut beaucoup plus de gens dans les champs. Ça veut dire qu'il y aurait 50% de pays, entre 30 et 50% de paysans en plus. Donc ça demande de réorganiser complètement autrement notre société. Et d'ailleurs, ça pourrait faire l'objet de toute une conférence, mais c'est à partir du moment où on a généralisé l'agriculture industrielle dans les pays occidentaux qu'on est passé dans nos systèmes de surconsommation. Après la Seconde Guerre mondiale, ça s'est vraiment considérablement accéléré parce que les gens sont partis des campagnes, ont été dans les villes et c'est là où on a changé complètement notre modèle de société. Donc je pense que c'est parce que c'est d'autant plus essentiel que ça bloque autant sur ce sujet-là, parce que d'ailleurs, on n'est qu'autour de 10% de surface agricole bio en France. C'est vraiment des chiffres qui ont du mal à augmenter. On voit qu'à chaque fois qu'on interdit un pesticide, ça revient, parce qu'ils disent on ne peut pas faire autrement. Mais oui, si on ne change pas le modèle plus global, ils ne peuvent pas faire autrement, parce que ce n'est pas juste cultiver des betteraves, c'est changer plus globalement. Donc c'est vrai qu'on retourne tout le temps, on tourne un peu en rond sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, c'est intéressant, j'ai interrogé Dominique Voynet pour cette enquête, qui avait fait, alors dans le monde de l'eau, elle avait fait une loi sur l'eau en 2001 qui était montrée comme la loi qu'il aurait fallu voter sur l'eau. C'était intéressant de l'interroger parce qu'elle est quand même un peu sortie, on la voit un petit peu, là on l'a vu jusqu'à la Mayotte, on l'a vu un petit peu, mais on entend moins parler de Dominique Voynet. Donc elle était beaucoup plus libre de parler, c'était intéressant de l'interroger. Et elle m'a expliqué que sa loi sur l'eau, il y avait eu 17 versions. Elle avait été tellement rechangée, vidée de son contenu qu'elle avait refusé de la présenter à l'Assemblée nationale en disant qu'il n'y avait plus rien d'intéressant dans sa loi, alors qu'il y avait des vraies réformes, et c'était en 2001, on est en 2023, pour essayer de changer notre modèle agricole, et qu'il y avait eu tellement de pression forte de tous les côtés qu'elle n'a pas réussi à la faire, alors que cette loi, quand on enquête, est là de droite, de gauche. J'ai vraiment interrogé des gens différents dans le monde de l'eau et qui étaient d'accord sur le fait que cette loi, elle aurait été très intéressante si elle avait été votée. Mais comme souvent les lois essentielles, elle était vidée de son contenu. Donc je trouvais que c'était intéressant et de montrer que ça bloque sur ce sujet. Alors je me rappelle plus, je regarde le temps, je me rappelle plus à quelle heure on a commencé la conférence. J'ai encore un peu de temps ou... Ouais. Bon, alors je vais quand même avancer un petit peu, puis on pourra peut-être parler des autres sujets dans les questions s'il y en a. J'ai toute une partie, mais on va être un peu plus rapide sur la gestion publique ou la gestion privée de l'eau. Donc ça, c'est dans l'ouvrage. Mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a une différence entre gestion privée de l'eau et privatisation de l'eau. D'ailleurs, au départ, quand on parle de guerre de l'eau, là maintenant on en parle comme des conflits à des endroits, mais au départ le mot guerre de l'eau vient de la Bolivie où dans les années 90 on a essayé de privatiser la gestion de l'eau. Et il y avait eu des soulèvements très importants parce que là-bas ils trouvaient ça inadmissible que des multinationales gèrent l'eau. C'est de ce mot, le mot guerre de l'eau vient de là au départ. Alors en France on a une grande tradition
de privatisation de la gestion de l'eau, parce qu'on a deux grandes multinationales que sont Veolia et Suez, qui se sont rachetées d'ailleurs, qui montrent bien la financiarisation de la gestion de l'eau. Je passe un peu vite sur ce sujet, si ça vous intéresse, c'est dans l'ouvrage, mais ça a été en fait très symbolique quand Paris a remunicipalisé l'eau en 2011. Ça a été très symbolique, ils ont réussi à baisser le prix de l'eau de 8%, parce qu'il y a eu beaucoup, je ne sais pas si vous vous souvenez, de procès autour d'abus de biens sociaux autour de l'eau. Il y avait eu le maire de Grenoble, Alain Carignon, en 1995, qui avait été accusé d'abus de biens sociaux. Il y a eu beaucoup de rapports de la Cour des comptes qui disaient qu'il y avait beaucoup d'abus de biens sociaux autour de toute cette gestion de l'eau, parce que c'est très opaque. Donc moi, dans mon enquête, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait quand même il y avait eu un petit peu d'amélioration, mais je vais vous citer quelqu'un d'une association que j'ai interrogé, il est là, oui, je trouve sa phrase intéressante, Patrick Dufaux de la Motte, qui expliquait que lui, voilà, les méthodes sont les mêmes, toutefois la concurrence est intensifiée. Ça veut dire que maintenant il y a plus de gestion publique de l'eau. Et il me disait, les remunicipalisations, dont celle de Paris, ont fait mal. Dans la plupart des cas, ce ne sont plus des enveloppes ou des valises qui sont échangées. Il s'agit d'un autre type de corruption. J'appelle cela la calinothérapie des élus. Ce sont par exemple des week-ends et des repas offerts, des invitations au Lido. Donc voilà, il m'expliquait, c'est un grand spécialiste de tous ces sujets-là. Alors en France, je vous ai pas donné, c'est vrai que je vous ai donné beaucoup de chiffres depuis le début. Environ, c'est la moitié de l'eau qui est gérée par le public, la moitié par le privé. Et un peu moins pour la... Oui, et par contre, pour les eaux usées, c'est 60% par le privé qui traite les eaux usées, donc c'est un peu plus important. Après, il n'y a pas non plus... moi, dans mon enquête, c'était pas aussi très clair. C'est clair de dire que des grosses multinationales qui gèrent l'eau, ça peut poser question parce que elles font beaucoup de bénéfices sur un bien qui est commun, sur le commun. Et à l'époque, j'avais interrogé Jean-Louis Chaussade, qui était le patron de Suez. Hein, c'est plus lui maintenant, puis Suez a été racheté par Veolia. Mais à l'époque, lui, il gagnait plus d'1 million, 1,6 million d'euros par an. Et il me disait, oui, je suis pas parmi les mieux payés. Certes, c'était vrai, mais ça fait quand même beaucoup d'argent. Et il me disait que ça rémunérait tout ce qu'il avait fait avec toute sa carrière. Il avait joué le jeu, hein. Il avait répondu à mes questions pendant 2 heures, il avait joué le jeu. Mais ça, voilà, pour beaucoup, c'est indécent parce que c'est le commun. Et c'est vrai que... Mais c'est plus la question que l'eau soit gérée par des grosses multinationales que gérée par le privé. Parce que dans d'autres pays comme Madagascar, où j'ai enquêté aussi, on se rend compte que l'eau, si elle est gérée que par le public, il y a aussi beaucoup de corruption. Mais là, ils mettent plutôt des petites PME ou des entrepreneurs de l'eau, et ça fonctionnait. Donc voilà, c'est ça que c'est... Voilà, la question, en tout cas sur la France, c'est beaucoup le côté que il y a très peu de concurrence, et c'est vrai qu'en plus maintenant Veolia a racheté Suez, donc il y a encore moins de concurrence, et donc on voit que ça rend de l'opacité, et en plus il y a quand même des grosses multinationales qui se font de l'argent sur un bien qui est considéré comme... Alors même le mot bien des fois est remis en cause, on pourrait dire le commun, par le collectif et par le commun. Moi, j'étais un peu vite sur toute cette gestion privée, cette gestion publique de l'eau, mais c'est vrai que c'était un peu moins le cœur de mon enquête. Peut-être pour terminer, je voulais terminer peut-être sur cette partie du petit cycle de l'eau, c'est-à-dire que aujourd'hui, en France, on a mis en place... Alors, c'est vrai que ce petit cycle de l'eau, c'est-à-dire le petit cycle de l'eau, je pense que vous savez ce que c'est les stations d'épuration, le fait qu'on a 1 million de kilomètres de tuyaux sous nos pieds, soit pour ramener de l'eau potable à nos robinets, soit pour gérer les eaux usées et les amener dans les stations d'épuration. Donc c'est ça le petit cycle de l'eau. Nous, en France, on est quand même connus pour avoir été les champions du monde de ce système. C'est-à-dire qu'on a quand même, il faut le reconnaître, réussi à retirer une grande partie de la pollution domestique, aussi de la pollution industrielle, notamment parce que les industries sont parties de France, mais pas seulement, parce qu'il y a des usines qui ont fait des efforts. On a complètement échoué sur la partie agricole, mais sur la partie industrielle et domestique, on a réussi. Hein. Dans le monde, 80% des eaux usées ne sont pas traitées, et donc
vous en parliez hier, ça pose beaucoup de problèmes dans certains endroits parce qu'il n'y a pas d'eau salubre et les personnes n'ont pas accès à une eau sans tomber malade et ça pose vraiment problème. Et là, on est plutôt sur le fait que il n'y a pas de traitement des eaux usées, il y a un problème de toilette, il y a accès, il y a tous ces problèmes-là. On boit 80% de monomaladies et souvent les personnes qui n'ont pas accès à l'eau aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau, c'est parce qu'il n'y a pas accès à de l'eau salubre. Il y a aussi une confusion justement autour de ce sujet-là. Et ce qui était intéressant dans cette enquête, c'est que certains remettent un petit peu en cause ce petit cycle de l'eau et se disent que ce qu'on a mis en place en France, c'est pas forcément ce qu'il faudrait exporter partout dans le monde, parce que financer le fait d'installer 1 million de kilomètres de tuyaux, c'est considérable, d'autant plus que quand il y a des tuyaux, il y a des fuites. On sait qu'en France, il y a 20% de fuites, ce qui n'est pas énorme par rapport à d'autres pays, mais il y a 20% de pertes. Mais ça voudrait qu'il faudrait tout le temps creuser on peut pas tout le temps réparer tous ces tuyaux. Je sais que c'est beaucoup remis en cause aujourd'hui, mais moi, quand j'avais fait l'enquête, j'avais comparé avec d'autres pays. On n'est vraiment pas dans les pires dans le classement. Donc certains se disent qu'on pourrait peut-être gérer l'eau autrement. Alors moi, par exemple, j'ai interrogé des gens en Guinée, Conakry. J'y suis pas allée. Là, c'est des associations que j'ai interrogées et d'autres d'ailleurs qui allaient en Asie et qui disaient qu'eux, ils étaient plutôt dans des livraisons de bonbonnes d'eau pour avoir l'eau potable. Alors des fois au robinet, il y a de l'eau grise parce qu'en fait, il y a que seulement 6% des usages de l'eau domestique qui sont utilisés pour être cuisinés et seulement 1% bu. Donc on pourrait aussi inventer d'autres façons de gérer l'eau. Certains disent par exemple on pourrait mettre des toilettes sèches et on livre les bonbonnes et on reprend les déchets des toilettes. Vous voyez, on pourrait inventer d'autres façons de gérer l'eau parce qu'aujourd'hui on a une façon où on voit un peu l'eau comme, notamment dans les villes, et c'est pour ça qu'elles ont pu croître autant, on voit un peu l'eau comme un déchet. Il faut tout de suite la sortir parce qu'elle peut être source de maladies. Et il y a des personnes qui imaginent d'autres façons de faire. Et j'ai interrogé un entrepreneur très intéressant qui, lui, a mis en place dans certaines villes, il l'a fait à Paris, à Nanterre, il le fait aussi dans d'autres endroits dans le monde, des jardins filtrants où dans la ville, au mieux que l'eau va partir dans le tuyau pour la nettoyer, on va la nettoyer sur place. Donc c'est des jardins. Il met un mélange de pierres, de plantes qui dépolluent l'eau. Et l'eau, par exemple, est utilisée pour arroser à côté les jardins ouvriers. Et on retrouve de la biodiversité dans ces endroits. Il y a des espèces qui... En fait, c'est presque comme si on recrée des zones humides. Plus qu'une simple station d'épuration avec des roseaux, on recrée vraiment de la vie, de la biodiversité dans des lieux. Et ça fonctionne très bien, par exemple. J'ai trouvé ça très intéressant. Il y avait des espèces de grenouilles qui étaient réapparues à Nanterre, qu'on ne voyait plus depuis des années, grâce à ces systèmes de jardins filtrants. Je suis très bavarde, je vois que le temps passe, je vais essayer de terminer par peut-être quelque chose d'un peu plus positif. Alors déjà, je voulais terminer par j'ai fait il y a quelques jours une conférence avec des sixièmes. Je me suis dit, je vais les déprimer et ça va être très compliqué de tenir on a tenu 2 heures, mais normalement on devait faire moins. Et en fait, ils avaient lu des parties de l'ouvrage et ils ont fait des dessins sur certaines parties de l'ouvrage. Donc je vous en ai mis quelques-uns parce qu'ils me les ont laissés. Alors c'était sur la guerre des eaux, justement, que l'eau pouvait diviser. Et je termine souvent ma conférence en disant que oui, l'eau peut diviser comme c'est aujourd'hui, mais qu'elle peut aussi rassembler. Donc ça, c'était pour montrer la coopération autour de l'eau. Je trouvais ce dessin très, très joli. Et le dernier, alors je trouve qu'elle clôture bien, je trouvais que c'était vraiment très joli. L'eau est la priorité de mon cœur. C'était deux sixièmes qui avaient fait ce dessin que je trouvais très joli. Et oui, et justement... Ouais, c'est joli. Ouais, c'est très joli. Ils avaient très bien compris en plus plein de choses de l'ouvrage. Et ce qui est intéressant justement, c'est qu'on voit que là, aujourd'hui, l'eau divise, que malheureusement, si on continue à augmenter notre consommation d'eau, ça va continuer à diviser. Et en plus, comme il y a vraiment des visions très différentes, je pense qu'avec tous ces projets de bassines qu'il y a en France, ça va multiplier les conflits au niveau local. Ça me paraît assez évident. Par contre, l'eau peut aussi être une façon de nous unifier et de permettre de mettre plus de démocratie directe quand on fait autrement. Et c'est très intéressant parce que j'ai beaucoup été à Die dans la Drôme faire des reportages et c'est un endroit où ils ont mis le premier SAGE, c'est un schéma directeur pour préserver l'eau, pour nettoyer la rivière dans les années 90. Et c'est un endroit où il y a plein d'innovations sociales.
Et quand j'y étais, j'avais fait des sujets là-dessus, j'essayais de comprendre pourquoi il y avait autant d'innovation sociale. Ça veut dire qu'il y a une très bonne coopération entre les associations, les collectivités locales, les différents acteurs du coin. Ils arrivent vraiment à très bien travailler ensemble. Et il y a une étude, c'est une chercheuse qui s'appelle Sabine Girard qui a mis ça en avant, qui a montré que c'est parce qu'ils avaient travaillé très longtemps avant pour dépolluer la Drôme dans cet endroit-là. Ils avaient appris à travailler ensemble en dépolluant la rivière et c'était resté, et que c'est pour ça qu'il y avait autant d'innovation sociale qui florissait sur ce territoire. Je trouvais que c'est quand même, ça peut être source de solutions, parce que c'est vrai que l'eau, c'est vraiment un domaine qu'on est obligé de gérer ensemble et qui doit nous plutôt essayer et c'est pour ça d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, que beaucoup de chercheurs pensent qu'il faut revenir à des irrigations plus gravitaires avec des bassins plutôt que faire à l'irrigation individuelle. Et pour terminer, avant les questions, je voulais juste terminer par une phrase de Pierre. Alors attendez, je recherche sa page, qui reprenait d'ailleurs plusieurs aspects dont on a parlé dans les différentes conférences. C'est à la fin de chaque enquête, je lui posais quelques questions. Et donc, c'est lui qui avait voulu intituler le livre « L'eau que nous sommes ». Et je lui demandais pourquoi. Et donc, il m'a dit à ce moment-là, « Nous sommes comme le lit d'une petite rivière dans laquelle passe l'eau. Elle irrigue même nos cellules pour ensuite partir dans nos urines. Nous sommes un conduit d'eau. » Et un peu plus loin, il dit « L'eau m'émerveille par son scintillement, par le chant qu'elle produit, en s'écoulant ou en formant des vagues, par le fait qu'elle tombe du ciel. Si nous sommes attentifs à l'aspect poétique des éléments, nous pouvons percevoir tout cela. »